Марії, святих, славних і всехвальних. Господь наш Ісус Христос, який божественною благодаттю. Dans cette vidéo, Scott Ritter nous éclaire sur les raisons pour lesquelles, après des mois de lutte intense, ni la Russie ni l'Ukraine ne réussissent à prendre le dessus sur les fronts de Kherson, Zaporizhia et Bakhmut. En dépit des milliards investis et des efforts considérables, la victoire reste insaisissable. Quelles stratégies militaires complexes maintiennent les deux camps dans cette impasse? Pourquoi ces zones stratégiques sont-elles devenues des obstacles majeurs pour les offensives? Et à quel point les pertes humaines, tragiques et dévastatrices s'élèvent-elles? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous révélerons le bilan précis illustrant la réalité macabre de cette guerre. Eh bien, d'une part, cela donnera aux États-Unis la possibilité de dire que nous avons fait tout ce que les Ukrainiens nous ont demandé de faire alors que l'Ukraine échoue. C'est un coup de pouce à court terme pour Vladimir Zelensky qui dira « Vous savez, regardez, je suis celui qui s'oppose à la Russie. » Il pourrait avoir quelques opportunités de propagande si l'attaque frappe un aérodrome et détruit quelques avions russes, frappe un centre de commandement et de contrôle, élimine un général russe ou deux, mais c'est tout. La Russie est une nation qui connaît la guerre, et la Russie a déjà perdu des généraux, donc en tuer deux de plus ne changera rien. La Russie a perdu des avions, faire exploser une demi-douzaine de plus ne changera rien. Vous savez, donc c'est purement un coup de pub qui malheureusement va entraîner beaucoup plus de morts ukrainiens. Regardez ce maudit coup de pub. Vous savez, hier les Russes ont commencé une contre-offensive qui est en train de massacrer, et je souligne le mot massacrer, les soldats ukrainiens, et cela va continuer. Les Ukrainiens n'ont pas les ressources pour arrêter l'avancée russe dans le Donbass. Tôt ou tard, les Ukrainiens vont céder là-bas, et vous savez, nous devrons subir l'embarras de nous retirer derrière le fleuve Dniepr. Comme l'a souligné l'inspecteur Scott Ritter à de nombreuses reprises, le paysage stratégique de cette guerre évolue sous les pieds de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à parcourir, et si vous avez suivi cette guerre de près, vous saurez qu'aucune offensive tactique à grande échelle ne se déroule des deux côtés. La Russie et l'Ukraine sont à l'arrêt, mais ne vous laissez pas tromper par le calme. Sous la surface, une tempête se prépare, et il est clair que l'Ukraine est dans une position précaire. L'Occident commence à manquer de patience, et les forces ukrainiennes manquent d'options. Bien qu'aucune grande offensive ne se déroule aujourd'hui, cela ne signifie pas que le champ de bataille est calme. Loin de là. La réalité est que cette guerre pousse l'Ukraine à son point de rupture, et nous assistons à l'effondrement lent mais constant de leurs capacités militaires. Quand votre seule option est de tenir bon et d'espérer le meilleur, il est clair que la victoire devient un rêve lointain. Vous voyez ? C'est la partie où les médias occidentaux aiment raconter des histoires sur une Ukraine résiliente, mais regardez de plus près derrière les coulisses. Ce qui se passe réellement est un effritement lent de leur stratégie. Ils sont coincés, manœuvrés à chaque tournant. Ce n'est plus une question de gagner, c'est une question de survie. Pourtant, malgré le calme en surface, il se passe tellement plus de choses que ce que le grand public ne vous dira. La Russie, toujours calculatrice, ronge l'Ukraine, un coup à la fois. L'Ukraine essaie désespérément de tenir la ligne. Mais pour combien de temps? Détaillons cela, zone par zone, et voyons où les fissures se forment. Alors que nous plongeons dans les développements d'aujourd'hui, vous verrez que bien que les grandes offensives puissent manquer, l'histoire sur le terrain est tout sauf ennuyeuse. Commençons par les endroits où l'intensité est impossible à ignorer. Comme Scott Ritter l'a longtemps averti, la stratégie russe de pression précise et soutenue est à ne pas sous-estimer. Ils ne se précipitent pas dans des offensives mal avisées, mais prennent leur temps et se concentrent sur les points faibles des défenses ukrainiennes. La Russie joue exactement comme elle doit le faire, des frappes de précision, axées sur des points clés de l'infrastructure, de la logistique et de la capacité militaire ukrainienne. Ils ne se précipitent pas dans des batailles insensées ou choisissent leurs cibles avec soin. Aujourd'hui, c'est Sumy qui a subi un coup majeur. Non seulement ils ont été pilonnés par l'artillerie, mais maintenant, la population est laissée sans électricité ni eau. Pensez à cela, toute une région plongée dans l'obscurité, à la fois littéralement et métaphoriquement.
Comment mener une guerre quand votre peuple a du mal à rester au chaud et à s'hydrater? Et puis il y a Pokrovsk. La concentration implacable de la Russie sur les ponts et l'infrastructure ici est tout simplement brillante. Les ponts sont les artères de toute opération militaire. Coupez-les et la capacité de l'Ukraine à déplacer des troupes et des fournitures s'arrête. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. Et c'est ce qui compte. C'est une guerre d'usure, et l'Ukraine perd du terrain. Maintenant, tournons-nous vers Kramatorsk et Sloviansk. Ces zones ont été frappées à plusieurs reprises, et pas seulement des cibles quelconques. La Russie s'en est prise ici, à des groupes de mercenaires. Des combattants étrangers envoyés pour renforcer les forces ukrainiennes sont anéantis par les frappes à longue portée de la Russie. Et n'oublions pas les attaques de drones UAV-AV. D'Odessa à Kiev en passant par Poltava, les drones russes frappent des points stratégiques à travers la carte. Les défenses aériennes ukrainiennes sont étirées à leur maximum. Ils ne peuvent pas être partout à la fois, et la Russie le sait. Odessa, Kiev, Dniepr, aucune ville n'est plus en sécurité. Fini le temps où l'Ukraine pouvait affirmer avoir le contrôle de son espace aérien. Et pourtant, quelle est la réponse de l'Ukraine à tout cela? Rien. Pas de grandes offensives, pas de grandes stratégies, juste le silence. Peut-être espère-t-il que l'Occident interviendra et sauvera la situation. Peut-être attendent-ils un miracle. Mais si les derniers mois nous ont appris quelque chose, c'est que les miracles ne viennent pas gratuitement. La Russie joue le long jeu ici, et l'Ukraine semble manquer de temps. Leur réponse a été atténuée, presque inexistante. Est-ce une décision tactique? Ou est-ce simplement qu'ils n'ont plus les ressources pour riposter efficacement? C'est la question. Et la réponse, malheureusement pour l'Ukraine, ne semble pas prometteuse. Alors que la Russie continue d'exercer une pression, le silence de l'Ukraine en dit long. Que se passe-t-il réellement dans ces zones de combat? Jetons un coup d'œil plus attentif. Du côté ukrainien, il y a un silence assourdissant. Pas de grandes offensives, pas de percées stratégiques, rien qui signalerait un changement dans le cours des événements. Hier, nous n'avons rien vu de notable en termes d'avancée tactique. Et ce n'est pas juste un incident isolé. Au cours des dernières semaines, la capacité de l'Ukraine à mener des offensives efficaces a diminué. Ils sont coincés dans une posture défensive, espérant tenir la ligne. Mais combien de temps pouvez-vous tenir quand votre adversaire sape vos défenses jour après jour? La réalité est que l'Ukraine pourrait être à court d'idées, peut-être que la fatigue s'installe, peut-être que le poids même des pertes qu'ils ont subies est trop lourd. Quoi qu'il en soit, l'absence d'action nous dit quelque chose d'important. L'Ukraine est en train de s'épuiser, et aucune quantité d'armes occidentales ne changera cela. Bien sûr, nous entendons des histoires de résistance et de bravoure, mais regardez de plus près. Ce qui se passe réellement est un effondrement lent et méthodique de la capacité de l'Ukraine à se battre. Vous devez vous demander, où sont les grandes offensives que nous avions promises? Où est la grande poussée qui était censée inverser la tendance? La vérité, c'est qu'elle ne vient pas. L'Ukraine joue en défense, et la défense seule ne gagnera pas cette guerre. Le silence de l'Ukraine est révélateur. C'est un silence qui reflète la réalité du champ de bataille. Ils tiennent bon, mais à peine. Et alors que la Russie continue de frapper des infrastructures et des points logistiques clés, il ne reste plus beaucoup de temps avant que la capacité de l'Ukraine à se défendre ne s'effondre. Pour ceux qui espèrent une contre-offensive majeure ukrainienne, le temps passe, et le temps n'est pas de leur côté. Avec l'Ukraine coincée dans une posture défensive, nous devons prendre du recul et examiner l'ensemble du tableau des différentes zones de bataille où l'action réelle se déroule. Comme l'a analysé Scott Ritter, cette guerre ne concerne pas des victoires rapides ou des batailles uniques, mais plusieurs fronts, chacun nécessitant une approche différente. Parlons de ces zones de bataille. La guerre ne se déroule pas simplement à un seul endroit, elle se déroule sur plusieurs fronts, chacun avec son propre ensemble de défis. Tout d'abord, nous avons la zone de guerre indirecte du champ de bataille 0. C'est là que la Russie frappe l'Ukraine à distance, avec des UAV, des missiles à longue portée, des missions de sabotage. Nous parlons de 50 à 100 km des lignes de front, dans des endroits comme la mer Noire, la Crimée et au-delà. C'est le genre de guerre pour lequel l'Ukraine n'était pas préparée, et cela ravage leurs lignes d'approvisionnement et leurs positions arrière.
Ce genre de guerre ne concerne pas des batailles spectaculaires ou d'énormes offensives, il s'agit d'user lentement et méthodiquement votre adversaire à distance. Et cela fonctionne. Les forces ukrainiennes sont étirées à leur maximum, non seulement sur les lignes de front, mais à travers tout le pays. Ensuite, nous avons les fronts plus conventionnels. La zone 1 est Kherson, maintenant reliée à Zaporizhia, deux régions critiques que l'Ukraine essaie désespérément de maintenir. La zone 2 est Ugledar, petite localité près de Donetsk, où certains des combats les plus féroces se poursuivent encore. Cette zone a été un point chaud pendant des mois, et les deux côtés y mettent tout ce qu'ils ont. La zone 3 était autrefois un point focal, mais maintenant c'est plus une préoccupation secondaire. Mais la zone 4, Bakhmut, est où se trouve la véritable histoire. Cet endroit est un broyeur de viande. Les forces ukrainiennes y mettent tout ce qu'elles ont, mais le coût est exorbitant. Turets, Chassidvyar, Sloviansk, ils font tous partie de cette bataille brutale. Et ce ne sont pas seulement des soldats que l'Ukraine perd. Les pertes en équipement s'accumulent et leur capacité à continuer ce combat diminue. La zone 5 est Kupiansk, Liman. Et enfin, nous avons la zone 6, Kharkov et Sumy, où la situation reste désespérée. Que nous disent ces zones? L'Ukraine se bat sur trop de fronts avec trop peu de ressources. La Russie, en revanche, avance méthodiquement, éliminant des infrastructures et du personnel clé. C'est une guerre d'usure, et l'Ukraine est en train de perdre, rapidement. Maintenant que nous avons mis en place le contexte, examinons les données concrètes sur les pertes ukrainiennes. Ces chiffres sont stupéfiants, et ils peignent un tableau sombre pour Kiev. Comme Scott Ritter l'a répété à maintes reprises, les guerres d'usure sont gagnées par ceux qui peuvent endurer le plus longtemps. Et en ce moment, l'Ukraine est du côté perdant de cette équation. Aujourd'hui, l'Ukraine a perdu 2390 soldats, près de 2400 troupes en une seule journée. Imaginez cela, c'est comme perdre une brigade entière toutes les 24 heures. Combien de temps une armée peut-elle soutenir de telles pertes avant de s'effondrer? Détaillons cela. 300 soldats à Koursk, 110 à Kharkov, 520 à Kupiansk-Liman et un chiffre choquant de 715 à Sloviansk seulement. Dans le Donetsk Nord, 560 soldats supplémentaires ont été perdus et dans Zaporizhie-Koursk, 80 de plus. Ces chiffres ne sont pas juste des statistiques, ils représentent une armée qui saigne, et rapidement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les médias occidentaux continuent de nous dire que l'Ukraine tient bon. Combien de temps encore peuvent-ils maintenir cette façade? Mais ce ne sont pas seulement les soldats. L'Ukraine perd de l'équipement à un rythme alarmant. Aujourd'hui, 18 véhicules blindés ont été détruits, ainsi que 3 chars, 20 systèmes d'artillerie et 28 autres véhicules. Certes, le total est légèrement inférieur à ce que nous avons vu la semaine dernière, mais lorsque vous perdez autant d'équipements jour après jour, il ne reste plus beaucoup de temps avant que vous ne manquiez de ressources pour continuer le combat. L'Ukraine perd à la fois des hommes et des machines à un rythme insoutenable, et les chiffres ne font que s'aggraver. Pendant ce temps, la Russie continue d'avancer de manière méthodique et implacable, grignotant les défenses de l'Ukraine. Alors que l'Ukraine fait face à des pertes catastrophiques, qu'en est-il de la Russie? Examinons leurs gains et comment ils resserrent l'étau. Comme l'a observé l'inspecteur Scott Ritter, la patience stratégique de la Russie porte ses fruits. Aujourd'hui, ils ont libéré 2 villes de plus, se rapprochant de leurs objectifs ultimes. Ce ne sont pas de petites victoires. Chaque ville libérée ajoute au contrôle de la Russie sur des régions critiques et la capacité de l'Ukraine à récupérer ces zones s'effondre de jour en jour. Mais ce n'est pas tout. La Russie a également anéanti 8 dépôts de munitions ukrainiens aujourd'hui et a gravement endommagé l'infrastructure aéroportuaire. Ces frappes sont conçues pour paralyser la capacité de l'Ukraine à se réapprovisionner et à se réorganiser. Il ne s'agit pas seulement de prendre des terres, il s'agit d'étouffer la capacité de l'opposition à se battre. Et alors que l'Ukraine se débat pour trouver des solutions, les systèmes de défense antimissiles de la Russie continuent de dominer. 3 missiles Attack-MS ont été interceptés en vol aujourd'hui, neutralisant encore l'un des derniers espoirs de l'Ukraine pour des frappes à longue portée. L'Ukraine est en train de manquer d'options, et rapidement. Et n'oublions pas la mer Noire, où les forces navales russes ont intercepté 14 bateaux fournis par les États-Unis, transportant des forces spéciales ukrainiennes. 8 de ces bateaux
se trouve désormais au fond de la mer, avec 80 soldats d'élite ukrainiens. Ces soldats étaient censés être la meilleure chance de l'Ukraine de reprendre le contrôle de points stratégiques en mer Noire. Mais maintenant, ils sont partis, coulant avec les espoirs de renverser la tendance dans cette guerre. La stratégie de la Russie est claire. Exercer une pression là où cela compte le plus et laisser les défenses ukrainiennes s'effondrer. L'Occident peut continuer à envoyer des armes et une aide financière, mais lorsque la Russie continue de cibler les infrastructures et les actifs critiques, aucune quantité d'aide étrangère ne peut inverser les dégâts causés. L'Occident peut ne pas vouloir l'admettre, mais le rôle de l'OTAN dans ce conflit approche rapidement d'une impasse. Il manque de mouvement sur l'échiquier et la Russie est 2 coups en avance. Alors que l'Ukraine continue de faire face à des pertes incroyables et que la Russie renforce son emprise, la question plus large est de savoir combien de temps encore l'OTAN va rester là à regarder. Et combien de temps l'Ukraine peut-elle encore tenir? Tout comme l'a prédit l'inspecteur Scott Ritter, nous voyons maintenant la culmination de mois d'erreurs stratégiques de la part de l'Ukraine. Ils ont été trop étirés, faisant face à un adversaire qui est implacable, méthodique et bien plus capable que ce pour quoi ils étaient préparés. Nous verrons combien de temps l'OTAN peut tenir et combien de temps l'Ukraine peut supporter. Avec 2 villes de plus libérées aujourd'hui, plus de 2000 soldats perdus et des infrastructures critiques en cours de démantèlement, le jeu final devient clair. Pause pour les faits, la Russie resserre l'étau et l'Ukraine manque de temps. Avec seulement quelques mois restants dans le mandat de Biden, l'implication de l'OTAN touche à sa limite. Et les forces ukrainiennes manquent à la fois de main-d'œuvre. Ce que nous sommes en train de vivre est le lent effritement d'un effort de guerre qui était voué à l'échec depuis le départ. L'Occident peut continuer à raconter des histoires de bravoure et de résistance ukrainienne, mais les chiffres racontent une histoire différente. Alors que l'Ukraine fait face à ses jours les plus difficiles, la véritable question est de savoir combien de temps encore peuvent-ils tenir avant que la façade ne s'effondre complètement. Et que se passera-t-il lorsque l'OTAN réalisera enfin qu'elle a misé sur le mauvais cheval? Restez à l'écoute alors que nous continuons à couvrir le déroulement de ce conflit.